Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Bienvenue en ce vendredi sans Philippe David qui est en direct et on l'aura tout à l'heure. Il est parti commenter un match de rugby. En tout cas, il sera avec nous par le cœur, bien entendu. Et j'ai heureusement tous mes éditorialistes aujourd'hui avec nous. En tout cas, on vous souhaite un bon début de week-end si vous êtes déjà parti en week-end. Faites attention sur la route puisque vous l'avez entendu, ce week-end va être beaucoup plus frais. Allez, au sommaire de cette émission. Dimanche, jour d'élection sénatoriale, presque la moitié des sièges seront renouvelés. 79 000 grands électeurs, en majorité des élus communaux appelés aux urnes. La majorité sénatoriale, LR et centristes, devrait rester en place. Si on en croit les résultats ces dernières municipales, le RN espère grappiller quelques sièges. Tous les partis doivent-ils, selon vous, être représentés au Sénat? Qu'attendez-vous des scrutins? Pensez-vous que le Sénat représente bien la diversité de la population française? Ces élections pourraient-elles influencer les prochains scrutins? Pour l'instant, 0826 300 300. Pour l'instant, vous êtes plutôt à dire que c'est le retour du RN à 62% que vous attendez et le maintien des LR 18% et l'ancrage macroniste à 14%. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, on reviendra sur le pape François qui s'est rendu à Marseille. Il est arrivé il y a une demi-heure. Hein. Il veut montrer un geste fort en faveur des migrants, soulignant les dimensions tragiques de la situation en Méditerranée qu'il décrit comme un cimetière. Le souverain pontife célèbre une messe grande échelle au stade du Vélodrome. Ce sera ce soir. Il met l'accent sur le caractère spécifique de cette visite à Marseille en distinguant d'une visite d'État, une visite en tout cas pour les migrants. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que sa présence est politique? Et vous nous dites oui, vous nous dites non. 0826 300 300, pour l'instant vous dites oui à 92%. Et voilà, et on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour m'accompagner pendant ces 2 heures, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. Comment ça va? Elles sont bonnes les chouquettes? Elles sont délicieuses. Mais c'est un des rares plaisirs qui peut être dégusté en même temps qu'on parle. Voilà, ça est partagé avec tout le monde. Mais je ne vais pas en abuser, Cécile. Elisabeth Lévy est avec nous, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir Elisabeth. Pourquoi on ne me demande pas, moi, d'aller commenter des matchs de rugby? Je ne sais pas où, dans notre belle France. Vous savez que je l'ai dit, je n'ai pas arrêté de le dire. J'adorerais vous mettre et devant un match de foot et devant un match de rugby et vous laisser commenter pendant 1h30. J'adorerais l'idée. Je pense que ça peut être très drôle. Quand même. Parce que vous ne pensez pas que les journalistes parlent déjà suffisamment de ce qu'ils ignorent? Justement, je pourrais apporter ma pierre à cet édifice. C'est ce qu'on appelle un angle de vue. Voilà, différent des autres. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Bonsoir René. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Est-ce que je peux passer un petit message personnel? Vous avez mal garé votre voiture? Pas c'est du quoi tout. Le problème? Il y a un an, jour pour jour, j'annonçais ici la naissance de ma petite fille Gloria, qui a fêté donc hier son premier anniversaire. Donc, oui, c'est logique, bon anniversaire Gloria. Puisque c'était il y a un an. Et on se retrouve dans un an pour les 2 ans de Gloria. Je voulais le dire. Vous avez un art de l'universel. Il est tellement incroyable. Bref, allez, tous les jours vous nous laissez des messages sur notre numéro de téléphone 0826 300 300, c'est le répondeur des vraies voix. Écoutez. Oui, bonjour, je vous appelle de Gros-les-Jacques, près de Sarlat, je me prénomme Mario. Pour répondre à la question, faut-il taper les dealers au portefeuille? D'un point de vue historique, je vous rappellerai que Al Capone a été arrêté non pas pour les multiples crimes dont il aurait pu être accusé, mais pour fraude fiscale. Et il est mort en prison, il n'en est pas ressorti. Il est vrai qu'aux États-Unis, les peines s'additionnent, alors qu'en France, il y a des plafonds. Mais je pense que c'est la seule méthode qui puisse arriver au bout des trafics. Voilà, merci de diffuser mon message, ou tout au moins de l'écouter. Bonne soirée. Et ben voilà, on a fait les deux, Mario. On a non seulement l'a écouté, mais on l'a diffusé. C'est vrai ce qu'il dit. Mais tout à fait vrai. Et rappelez-vous, Cécile, j'avais appris que Al Capone en prison était devenu le plus grand spécialiste mondial de Napoléon. Il avait tout lu et probablement voyait-il une similitude entre notre génie historique et lui-même. Ah, qui sait, Elisabeth Lévy. Bon, non, après cette remarque passionnante de Philippe, j'ai vraiment rien d'intelligent à dire. Prenez une chouquette, vous avez un truc à dire.
vous, René Chi? Moi non plus, j'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet, j'avoue. Vous pouvez tout Cela dit, quand on dit taper les dealers au portefeuille, c'est un peu différent ce qu'on dit par ailleurs. Les gens qui proposent ça veulent qu'on les fasse payer. Ah oui, c'est ça. Dans le cas d'Al Capone, c'était un moyen de le coincer. Alors, on peut faire les deux. On en a parlé hier, mais malheureusement, ils sont tous insolvables. En tout cas, ils se montrent insolvables. C'est toujours un souci. Moi, je pense que c'est le blanchiment, en fait, le plus important. Parce qu'avec du cash, aujourd'hui, on peut rien faire. Si, visiblement. On peut pas ça. Je veux dire, vous êtes obligé de le blanchir, sinon vous ne pouvez pas utiliser ça. Ça dépend de combien. Si vous avez 10 euros, oui, c'est pas. Et puis quand même une chose, les gros trafiquants, maintenant se baladent dans plein de pays. Vous voyez, donc c'est très difficile de quand même les. Il y a un truc qui s'appelle Interpol normalement. Ouais, mais c'est quand même difficile, parce qu'ils sont très mobiles dans plein de pays. En tout cas, au 0826 300 300, vous n'êtes pas tout seul. Il y a Jean-Pierre qui est avec nous, qui nous appelle de Marseille. Marseille, ville aujourd'hui extrêmement, en tout cas sous les feux de la rampe. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Comment ça va Jean-Pierre? Bonsoir Jean-Pierre. Écoutez, bonsoir, oui, bonsoir à tout le plateau. Écoutez, ça va globalement depuis qu'on sait que le match de rugby hier et que le Parisien aujourd'hui et demain, les stationnements sont gratuits. Oui. Donc on n'est pas verbalisé parce qu'à Marseille, il y a un scandale des verbalisations qui sont quasiment à la minute. D'accord. On ne peut pas s'arrêter 30 secondes pour retirer une baguette de pain quelque part. On ne peut pas attendre son enfant devant une école, même sur une place autorisée. Et il m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'être garé au pied d'un immeuble. Ce n'est pas un emplacement marqué réservé, ça appartient à l'immeuble. Il y a un véhicule de la SVP qui est passé et j'ai quand même reçu un PV de 17 €. Ah bah oui, c'est sympa. C'est juste scandaleux. C'est incroyable. Donc, il n'y a quasiment plus aucun stationnement gratuit dans le centre-ville de Marseille et les parkings souterrains sont à 4 € de l'heure. Donc, je ne sais pas qui réellement peut se les payer, mais c'est un scandale total. C'est vrai. Alors, Elisabeth Lévy râlait parce que vous n'aviez pas d'accent marseillais. Vous parlez pointu, comme on dit dans Pagnol, pour un Marseillais. Si vous voulez, je peux prendre mon accent marseillais le plus basique, mais sauf que je ne l'ai pas. Mais je sais. En tout cas, ça ne paiera pas ses contraventions. C'est vrai, Philippe Bilger, ces histoires de parking et finalement les automobilistes n'ont plus droit et accès à rien, ça devient compliqué quand même. Mais, ma chère Cécile, si je peux continuer une comparaison, je ne vais raisonner que comme ça. Qu'on regarde Paris depuis quelques jours, Marseille n'est rien à côté, certainement. Non mais alors, justement, je voulais vous poser une question sur Marseille et Paris. Est-il vrai que les Marseillais ont obtenu de ne pas inscrire Paris 2024 non mais est-ce que c'est vrai qu'à Marseille, il n'y aura pas écrit Paris 2024 sur le stade Mélodrome parce que ce serait une sorte de profanation? Jean-Pierre, est-ce que c'est vrai? C'est à moi qu'on pose la question. Oui, c'est à vous, le Marseillais. J'ai pas la réponse, mais comme on veut que je prenne l'accent, je vais le prendre. Alors écoutez, je n'en sais rien du tout. Et pour tout vous dire, pour l'instant, je vous écris JO 2024 pour les compétitions de voile. Pour le reste, je n'ai rien vu du tout. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix auditeur aujourd'hui. Dans un instant, on continue les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et ce sera le réquisitoire du procureur. On parle de quoi avec vous? Tous les retournements de veste, ma chère Cécile, sont-ils blâmables? Ah, très bien. Et personne n'en porte ici. Ah si, René. Ça fait penser à la chanson de Jacques Dutronc, on pourrait peut-être l'écouter. Voilà, c'est ça. Restez avec nous, 0826 300 300. Vous répondez bien sûr à nos questions et vous êtes les bienvenus avec nous jusqu'à 19h. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Et je ne suis pas toute seule, bien entendu, je suis très bien entourée ce soir. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et René Chiche, directeur de la rédaction du groupe Entreprendre la Fond Presse et patron des Chouquettes. Voilà, c'est important de le dire. Non, c'est important de le dire. Je suis livreur. Livreur, et puis c'est vous qui les avez faites. Oui, bien sûr. Il faut les manger très vite, les Chouquettes. Oui, absolument, mais ils mangent bien en plus. Et dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile. Et vos 3 mots seront Marseille, Bordeaux et Bruxelles. Allez tout de suite le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et Philippe Bilger voulait revenir sur Jacques Attali, qui condamne ceux qui ont tout fait pour détruire les frontières. Et visiblement, vous dites qu'il se serait un petit peu oublié. Oui, alors j'aurais pu très banalement dénoncer ceux qui retournent leur veste. J'ai toujours eu un faible pour les capacités d'épouser des pensées successives, parce que ça n'est pas forcément le signe de la lâcheté, de l'opportunisme, ça peut être le signe de l'intelligence, même quand elle est tardive. Alors Jacques Attali, je n'en raffole pas, il faut être clair, et il est peut-être dur de café, si vous me permettez cette familiarité, de l'entendre dénoncer ceux qui ont pourfendu les frontières, alors que lui-même a passé une grande partie de sa vie intellectuelle à vanter le fédéralisme européen et la mondialisation. Mais mon Dieu, s'il est sincère, pourquoi pas? Ah ouais. Elisabeth Lévy. Alors moi j'ai quand même un petit doute qui est lié à une chose, c'est que Jacques Attali fait partie de ces gens qui ont passé leur temps à insulter ceux qui défendaient des frontières, à les traiter d'extrême droite, de populistes, etc. Donc c'est un peu énervant. Alors s'il a sorti son retournement d'excuses, je veux bien. Mais vous savez, dans les testaments trahis de Kundera, il est question de ces gens qui, après 1989, si vous voulez, tout d'un coup découvrent que c'est merveilleux que Leningrad redevienne Saint-Pétersbourg. Et Kundera dit, en fait, le problème, c'est pas de changer d'avis, c'est d'abord de changer d'avis sans le dire, j'ai changé d'avis, et d'épouser l'air du temps. Si vous voulez, c'est quand même un peu... mais... Comme toujours avec Philippe, je ne suis pas sûre qu'il voulait vraiment être indulgent pour Jacques Attali. Allez, René Chiche. C'est-à-dire que moi, Jacques Attali m'a toujours un petit peu irrité. Son côté un peu donneur de leçons systématiques, moi, ça m'a toujours un peu irrité, même si c'est un personnage brillant. Maintenant... Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui? Parce que j'ai l'impression que votre génération, il a quand même apporté des choses, Jacques Attali. Après, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, il permet de réfléchir aussi, non? Non, c'est un esprit brillant, mais on ne peut pas dire qu'il a amené spécialement grand-chose. Peut-être y a-t-il, René a raison, Elisabeth l'a dit aussi, il y a une certaine forme dans la manière dont il écrit et dont il affirme ses propos, il y a quelque chose d'un peu méprisant. Oui, on sent que le commun des citoyens n'est pas à sa hauteur. Tout à fait. Mais en même temps, serait-il là qu'on éprouverait beaucoup de plaisir à le questionner? Vous avez totalement raison. Oui, mais... Ouais, enfin bon, quand même le nomadisme et tout ça, c'était. Il y avait un certain mépris pour les ploucs. Je dis ça avec des guillemets, bien sûr. Tout à fait. Si vous voulez, il a un côté comme ça. Il a un petit côté élite mondialisée, disons. Les prisons hautains. Voilà, exactement. Eh ben, il vous embrasse. Voilà, en attendant, merci. On lui enverra des chouquettes. C'est ça. Allez, en attendant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix, vos 3 mots sont Marseille, Bordeaux et Bruxelles. Ça y est, le pape est arrivé à Marseille. François entame une visite de 2 jours consacrée aux défis migratoires. Dispositif stratosphérique, pire que pour un président américain, nous dit la police. Ça y est, le roi, lui, est arrivé à Bordeaux. Charles III termine une visite de 3 jours en France consacrée de son côté aux défis climatiques. Et puis l'argent de Bruxelles aurait-il été utilisé pour rémunérer des collaborateurs au service du seul parti, du seul RN? 27 personnes, dont Marine Le Pen, menacée d'un procès pour détournement de fonds publics. Les vraies voix Sud Radio. Habemus Papam, c'est fait. François atterrit il y a environ 1 heure, accueilli par Elisabeth Borne à l'aéroport de Marignane. Alors ce n'est pas une visite d'État en France, qu'on se le dise, car le souverain pontife l'avait bien dit, c'est une visite à cette ville cosmopolite, Marseille, visite consacrée aux défis migratoires au bord de cette Méditerranée où 28 000 personnes ont perdu la vie depuis 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Au programme de cette première journée, une visite à la basilique Notre-Dame de la Garde, puis au mémorial dédié aux marins et migrants disparus en mer. Demain, ce sera le stade Vélodrome pour une messe géante. Et pour tout ça, environ 5000 policiers et gendarmes mobilisés, explique Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance. Le pape, vous savez, c'est encore plus qu'un chef d'État américain, puisque le pape, quand il vient, non seulement il faut un dispositif absolument stratosphérique, mais en plus, il amène 350 000 pèlerins avec lui, puisque le chef d'État américain, quand il vient, il n'y a pas 350 000 personnes qui viennent le voir à Marseille. Le pape, lui, il y a 350 000 personnes qui viennent le voir, et en plus, il fait une messe au stade Vélodrome qui va attirer 65 000 personnes. C'est un dispositif absolument gigantesque auquel il faut que les policiers soient préparés. Rudy Mana du syndicat de police Alliance avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio.
Philippe Bilger, pardon, on revient sur cette information de Félix, pardon. C'est tout de même, pardon pour la banalité, mais je suis frappé de voir à quel point des événements prestigieux et sans doute désirés s'accompagnent aujourd'hui forcément de quelque chose d'hallucinant sur le plan du service d'ordre. Comme si on ne pouvait pas espérer que des festivités religieuses ou non puissent se dérouler sans tout cela. Moi, ça me dépasse. Oui, non, là, je suis pas tellement d'accord avec vous, Philippe. Non, mais tant mieux. Bah oui, non, parce qu'il y a quand même une menace. On sait actuellement, en plus, il y a une menace terroriste qui a été exprimée récemment par Darmanin. De tels événements, c'est quand même inquiétant. Ça nécessite quand même un service d'ordre. Alors le problème, c'est qu'actuellement Marseille... Ça vous choque, Philippe Bilger, pardon, ça vous choque? Non. C'est normal. Non. Oui, non, je ne discute pas le service d'ordre, Cécile, mais je trouve dommage que notre époque ça c'est un autre sujet. Peut-être ça devient hallucinant, quoi. Le malheureux qui ne peut plus aller où que ce soit à cause d'un service d'ordre. Je trouve qu'on abuse par rapport à la manière dont certains pays gèrent ces événements-là. Elisabeth Lévy... Non, mais effectivement, vous avez raison. S'il se passe rien, on abuse. Le problème, c'est que ça crée, y compris d'ailleurs, parfois le président fait des échappées comme ça dans les mouvements de foule, mais y compris aujourd'hui, tous les responsables politiques du monde entier, d'ailleurs, ne sont dans tout déplacement, ils sont hyper protégés quand ce sont des étrangers. Alors, par exemple, les pires, ce sont les Américains. Je veux dire, je sais pas si vous, quand vous allez n'importe où, il y a par exemple un camp militaire américain, même si à côté des Français, celui-là va être ultra sécurisé par rapport aux autres. Donc il y a aussi une religion du service d'ordre et de la sécurité aux États-Unis. Il faut dire qu'on leur a assassiné un président. Oui, mais en même temps, s'ils le font pas, enfin s'il arrive quelque chose et qu'ils le font pas, on leur reprochera. Donc c'est nécessaire actuellement. Mais rappelez-vous le Stade de France. Je pensais juste, Cécile, un exemple qui est resté dans ma tête. Après la mort de la reine Elisabeth, on voit le futur roi circuler dans une voiture au milieu de Londres, personne n'est arrêté, la vie quotidienne se déroule. Alors c'est pas comparable, mais il y a des pays plus souples. En plus, il y a un petit problème de calendrier à Marseille rapidement, c'est qu'il y a eu le match de rugby, il y a le pape, il y a la foire de Marseille, des événements qui attirent énormément de foule. Donc de toute façon, et comme l'a dit Elisabeth, de toute façon aujourd'hui, on est obligé d'avoir un service de sécurité, un service d'ordre énorme. Et comme l'a dit notre auditeur, déjà on peut pas circuler à Marseille en temps normal. Donc Philippe, vous avez tort. Allez, le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est Bordeaux, et où s'est rendu Charles III aujourd'hui. Oui, du beau monde partout en France aujourd'hui. Le roi Charles III et la reine Camilla sur d'anciennes terres anglaises d'ailleurs pour la dernière visite, la dernière étape de leur visite d'État. Avec, la fanfare de sortie à la mairie de Bordeaux, où le maire écologiste Pierre Urmic n'était pas peu fier d'accueillir un monarque à la sensibilité environnementale affichée. Fierté aussi de son prédécesseur, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, Alain Juppé. Très heureux de l'accueillir. Vous connaissez les liens historiques de Bordeaux et de l'Angleterre pendant 3 siècles. Et aujourd'hui, c'est encore un partenaire très important pour notre région. Donc voilà pourquoi j'étais très heureux d'être présent. Et puis la personnalité du roi, je pensais au prince de Galles, est très attachante. Le discours qu'il a fait hier au Sénat a été très marquant. Son engagement pour l'environnement, la défense de la planète est connu depuis très longtemps. C'est une vraie conviction de sa part. Et je crois que ça a frappé nos parlementaires. Et oui, Alain Juppé en parlait au micro de l'AFP. Hier, au Sénat, Charles III plaidait pour une entente franco-britannique sur le climat. Aujourd'hui, il visite d'ailleurs une forêt expérimentale et un vignoble en biodynamie avant de repartir en avion, d'ailleurs, au Royaume-Uni. Et Philippe Bilger, le roi qui ne peut pas faire de politique, il envoie quand même des petits messages. Mais je trouve qu'il a été remarquable. Alors, je ne suis pas un passionné de l'écologie, mais tout de même, il a trouvé un thème qui rassemblait. Et ce qui m'amuse dans la phrase d'Alain Juppé, qui a tout de même été un ancien politique, c'est quand il parle des vraies convictions. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas entendues. Oui, alors, ce qui relativise ce que vous disiez sur les retournements de veste. Alors, le problème, c'est que Charles III est peut-être écolo, mais alors le Premier ministre anglais, justement, il vient
vient de lancer un plan qui va à l'encontre de tout ça, qui veut justement restreindre plein de mesures pour protéger l'environnement. Donc il y a un problème entre les deux. Pardon. Comme le disait très bien un dessin de l'opinion il y a quelques jours, si vous voulez, Charles III parlait à Emmanuel Macron, il lui disait: oh là là, vous savez, je suis roi, mais j'ai vraiment pas de pouvoir. Et Macron lui répondait: bah oui, je sais, moi c'est le contraire. Allez, le troisième mot, Marine Le Pen et son parti menacé d'un retentissant procès. Oui, Marine Le Pen, le RN et sa direction des années 2010, il pourrait bientôt être jugé pour détournement de fonds publics. Le parquet de Paris, en tout cas, requiert un procès pour le Rassemblement national pour 27 personnes suspectées d'avoir pris l'argent de l'Union européenne afin de rémunérer des assistants qui travaillaient en réalité pour le parti, pour le RN et non pas pour l'Union européenne. Nous contestons cette vision qui nous paraît erronée du travail des députés d'opposition et de leurs assistants, qui est avant tout politique, réagit l'entourage de Marine Le Pen. En tout cas, parmi les personnalités qui sont menacées désormais de ce grand procès figurent aussi Jean-Marie Le Pen, ainsi que le maire de Perpignan, Louis Alliot, ou encore l'ex numéro 2 du parti, Bruno Gollnisch. Merci beaucoup Félix Mathieu, on vous retrouve pour le clic et dans un instant on va revenir sur ces sénatoriales qui ont lieu dimanche. La moitié du Sénat, soit 170 sièges, sera renouvelée dimanche. On va en parler avec notre spécialiste, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric. Petite question un peu cash, Frédéric Dabi. Est-ce que finalement le Sénat est une chambre de retraite ? Absolument pas, puisque la moyenne d'âge a énormément baissé ces dernières années. Il y a même des sénateurs qui sont plutôt jeunes, autour de 30 ans. Et puis l'image, on a vu dans notre valise spéciale pour Sud Radio, a changé positivement, puisque les Français considèrent à une très forte majorité que le Sénat est important pour la vie démocratique. Et les passions du passé, il faut supprimer le Sénat, etc. Non, absolument plus quoi. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, on fait une petite pause. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Au 17h-20h, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. En attendant, notre Philippe David, oui, à Lacanau-les-Bains, dans le Tarn. Voilà. Pour l'instant, il déguste. Visiblement, il teste tout. Ouais. Lacanau, pardon. Lacanau. Lacanau-les-Bains. Lacanau-les-Bains, j'ai bien dit. Lacanau-les-Bains. On me dit non, mais moi, je sais que Lacanau, c'est au bord de la mer. Pardon, je voulais rien dire, mais bon. J'ai pas dit ça. En attendant, pour le match ce soir, bien sûr, vous savez qu'il y a le match Argentine-Samoa ce soir et dans un instant bien entendu le grand débat du jour, mais en attendant Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy est avec nous, directrice de la rédaction de Causeur, et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Ça va les amis ? Très bien. Vous avez des choses à dire ? On a des choses à dire, ma chère Cécile, et même toute seule, vous débrouillez très bien. C'est un peu compliqué, mais ça va bien se passer. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le 24 septembre prochain se tiennent les élections sénatoriales. Le Sénat me paraît être une chambre qui prend une place intéressante. Les résultats ne devraient pas trop surprendre. Parce que d'abord on travaille au-delà de son étiquette politique. On sait que ces résultats dépendent des dernières municipales et que ces dernières municipales, elles ont essentiellement été gagnées par LR et par le PS. Conquérir un siège de plus. Le mode de représentation du Sénat avantage plutôt le centre droit, donc on ne devrait pas vraiment avoir changement de majorité. En tout cas, la moitié du Sénat des 170 sièges sera renouvelée ce dimanche, fort de son maillage territorial. La droite part grande favorite d'un scrutin réservé à 79 000 grands électeurs, en majorité des élus communaux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la majorité sénatoriale LR et centriste devrait donc peut-être rester en place, si on en croit les résultats des dernières municipales. Peut-être le retour, en tout cas, du RN. On va en parler avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir à tous. Et on va revenir justement sur ce sondage IFOP, Frédéric Dabi, pour Sud Radio, sur ces sénatoriales. Est-ce que finalement, ce qu'en pensent les Français, est-ce qu'il y a un peu plus d'appétence pour ces sénatoriales ? Oui, il y a un peu plus d'appétence. Et dans une certaine manière, c'est le premier scrutin du quinquennat. Alors, il va avoir moins d'impact en termes de vote sanction que les élections européennes. Il y a aussi un momentum particulier. Alors, donc, dans notre balise, on voit que le niveau d'intérêt n'est pas mauvais. Il atteint un tiers. Puis, je dirais que le Sénat a plutôt le vent en poupe, notamment pendant cette réforme des retraites qui a quand même occupé tout l'espace politico-médiatique pendant le premier semestre. On a vu
une différence entre une assemblée zadisée, bordélisée, pour prendre toutes les expressions qui ont été utilisées, et un Sénat où il y a vraiment eu des débats, des discussions, où ça s'est fait dans un cadre feutré. Les Français ont plutôt apprécié. La preuve, est-ce que le Sénat joue un rôle important dans les politiques françaises? On n'avait que 43% de oui en 2015, à peine 51% en 2014. Là, on est sur une très forte majorité, et c'est majoritaire dans toutes les catégories, dans toutes les familles politiques, y compris la France Insoumise, y compris le RN, qui sont très faiblement représentés au Sénat, voire pas du tout. Donc on a quand même une chambre qui s'installe, et comme je disais tout à l'heure, les débats du passé, est-ce qu'il n'y a pas une chambre de trop, est-ce que le Sénat n'est pas inutile, ces débats ont complètement disparu. Philippe Bilger, est-ce qu'on attend finalement peut-être le retour du Rassemblement national? On l'attend, en tout cas il l'espère lui, et peut-être a-t-il en effet une chance d'avoir des sénateurs, mais je rejoins absolument Cécile, ce qu'a dit Frédéric sur l'importance du Sénat aujourd'hui, et notamment dans le rôle démocratique qu'il a eu pour les commissions d'enquête, où il a montré que le Sénat n'était pas cette vieille chose politique, mais quelque chose, une machine qui pouvait être pugnace. Alors, probablement, il y a quelque chose de paradoxal, et je finis là-dessus, c'est qu'à la fois, il est clair qu'il y a une dépolitisation d'une partie de la société française, mais en même temps, on a des élections intermédiaires sénatoriales et demain européennes qui vont probablement mobiliser énormément les citoyens. Elisabeth Lévy. Alors, il faut rappeler que pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait une confortable majorité à l'Assemblée nationale. Le Sénat, c'était en quelque sorte le haut lieu de l'opposition. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Philippe a eu bien raison de citer les commissions d'enquête sur... rappelez-moi, Philippe, sur quoi il y en a eu Benalla, je crois. Benalla, oui. Ouais, et enfin, ils ont fait un sacré boulot. Alors, ce qui est intéressant, c'est la question de est-ce que le RN doit y être. D'abord, évidemment, ça dépend des électeurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mode de scrutin qui, dans le fond, sanctionne la durabilité de l'ancrage. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez acquis une certaine force au niveau national et celle où vous allez entrer au Sénat, il y a la moulinette du vote sénatorial, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des élus qui soient installés, parce que, en fait, il faut quand même que ces élus soient un petit peu connus. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, si vous voulez, on peut pas dire comme pour l'Assemblée où il y avait quand même une sorte de scandale démocratique dans le fait que le mode de scrutin majoritaire à l'Assemblée écartait le RN. Aujourd'hui, effectivement, ce serait mieux qu'ils y soient tous, mais il faut laisser les choses aller à leur train de sénateur. René, pardon, je vais revenir avec Frédéric Dabi. Frédéric Dabi, le fait que éventuellement le RN retrouve des sièges, est-ce que c'est ça qui finalement peut mettre un peu de suspense plutôt que ce soit toujours effectivement les LR et les centristes qui soient majoritaires? Est-ce que ça peut créer du suspense? Non, oui, ça peut créer du suspense, ça peut créer un symbole, comme lorsque le groupe écologiste, les écolos avaient eu un groupe aux dernières sénatoriales. Oui. Non, il y a quand même quelques inconnus, ça a été très bien dit, c'est une élection calme, il y a très peu en fait d'embardés, où le rapport de force électorale et par exemple celui issu des municipales n'imprègne que lentement. Il peut se passer au Sénat, même si n'oublions pas, en 2011, il n'y a pas si longtemps, il y a eu la seule alternance, puisque le Sénat est passé avec une majorité socialiste. C'est vrai qu'il y a une vraie inconnue, c'est ces petits maires, ces petits élus municipaux très peu encartés qui pourraient peut-être défiants vis-à-vis du président, qui pourraient choisir un vote extrême, choisir le rassemblement, les candidats rassemblement ou les listes rassemblement national et peut-être changer. Mais ça ne sera pas un mouvement tel qu'on l'a connu, bien sûr, aux élections législatives où il y a eu cette vraie surprise ou ce coup de tonnerre des 89 députés, maintenant 88, élus en 2022. Il y a quand même pas mal d'inconnus, et notamment pas mal d'éléments intéressants. Je pointe également le rééquilibrage au sein de la gauche, avec les écologistes qui ont bien percé aux élections municipales, mais malheureusement, là où ils ont percé, c'est pas des sièges renouvelables, donc ça sera peut-être en demi-teinte, et peut-être, oui, un rééquilibrage entre le PC, le PS, le centre et LR, mais c'est vrai qu'on ne faut pas s'attendre, je le dis avec prudence, il ne faut pas s'attendre à des mouvements très forts. On ne voit pas ce qui empêcherait Gérard Larcher d'être conduit sur le plateau. René Chiche. Oui, tout à fait. Gérard Larcher, de toute façon, sera réélu, on le sait. Moi, je pense que les élections sénatoriales n'intéressent pas les Français.
Ça intéresse qui? Ça intéresse les grands électeurs, les maires, les conseillers. Parce que les Français ne sont pas vraiment attachés à leurs sénateurs. Et c'est quand même les conseillers municipaux, les maires, les conseillers généraux qui votent, qui élisent les sénateurs. Alors, par contre, ça montre déjà quand même les différences au sein des courants politiques. Puisque, par exemple, LFI, dans la NUPES, il n'y a pas eu d'accord pour les sénatoriales. Il y a même une friction incroyable entre les deux partis. Même au sein de la majorité macroniste, il y a même eu des divisions. Il y a dans certains départements, il y a des listes horizon, des listes modèles. Vous croyez vraiment qu'il n'y a aucune division législative pour l'Assemblée nationale? Non, mais je vous parle là justement de élections sénatoriales qui pourraient être une occasion d'avoir des élections plus... Oui, je parle des sénatoriales. Une élection peut-être plus apaisée, plus consensuelle. Même là, il y a déjà des frictions. Bon, encore une fois, moi je pense pas que ça intéresse vraiment les Français. Hein. Je pense que ça intéresse quand même un certain micro... Parce qu'il y a quand même des figures au Sénat aujourd'hui. Des figures du monde de la vie politique. Il y a Bruno Retailleau, il y a... Je vous rappelle, vous savez qui a été pendant longtemps détenu le titre de plus jeune sénateur de France. Vous savez qu'il a détenu pendant longtemps ce titre. Bah oui, Jean-Luc Mélenchon a été très longtemps. Moi, je me rappelle, une des premières fois que j'ai vu Jean-Luc Mélenchon, c'était au restaurant du Sénat. Peut-être, Elisabeth... Qui avait une excellente réputation. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord, mais il n'empêche que ça n'intéresse pas les Français. C'est pas parce qu'il y a des personnalités. Est-ce que Frédéric Dabi, c'est parce que les Français se sentent peut-être un peu moins représentés au Sénat, par le Sénat? Parce qu'ils votent pas. Ah ben voilà. Non, je pense que voilà, il y a vraiment le frein, en fait, principal, mais c'est le système du bicamérisme français qui existe dans d'autres pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne. C'est un corps électoral restreint. Vous le disiez, 79 000 grands électeurs. Mais je trouve quand même qu'avec cette réforme des retraites, avec la sagesse des sénateurs, avec aussi, Elisabeth le disait, avec beaucoup de raisons, des vraies incarnations. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de sénateurs qui ne se représentent pas. On a vu des sénateurs qui ont des très fortes impressions, des très fortes carrières au Sénat qui ne se représentent pas. Ça crée auprès des Français peut-être pas le lien de représentant à représenter, d'où le 27% seulement représentatif de la population, mais c'est quand même 17 points de plus par rapport à 2014. Il y a quand même un attachement, je pense, des Français au Sénat, d'autant plus que l'Assemblée, pendant la réforme des retraites, n'a pas donné un spectacle désirable, si je puis dire. Je parle pas d'incarnation, moi. Juste une petite remarque très courte, Elisabeth. Allez-y, René. Je suis sûr que vous demandez à n'importe quel citoyen le nom de son sénateur. À part ceux qui sont vraiment très intéressés par la vie politique, un peu le microcosme, je suis sûr qu'il y en a très peu qui donneront le nom d'un sénateur, parce que ça ne les intéresse pas. Je suis désolé, les députés, oui. Les maires, oui. Non, je pense que vous vous trompez. Ce qui les intéresse pas, c'est peut-être l'élection en tant que telle. Effectivement, il n'y a pas un enjeu électoral direct pour nous. L'élection, elle est quasiment déjà faite. Moi, je voulais poser une question à Frédéric. Mais le Sénat en tant que tel, il n'a pas raison. Mais je voulais poser une question à Frédéric. Est-ce que la crise qu'il y a eu en quelque sorte des élus locaux, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire des maires qui ne se représentent pas, une véritable difficulté du métier de maire aujourd'hui, est-ce que ça affecte le Sénat et comment ? Ça peut affecter le Sénat avec un vote de protestation, avec des élus locaux qui sont souvent très peu encartés. N'oublions pas que la focale médiatique met l'accent sur les 1000 villes de plus de 10 000 habitants, sur les métropoles. Il y a 35 000 communes. La grande ville, c'est l'exception. L'élu local de base, c'est la majorité. Comment vont-ils se déterminer? Est-ce qu'il y aura un vote de défiance? Est-ce qu'il y aura un vote de sanction vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de sa majorité, avec peu représentée au Sénat? Oui, on peut avoir des éléments liés à cette défiance qui pourraient jouer un rôle dans le cadre du scrutin de dimanche. Mais justement, les élus locaux se sentent souvent proches des sénateurs, parce que les sénateurs, il y a bien sûr quelques sénateurs vedettes, j'en ai parlé, mais beaucoup de sénateurs viennent du monde rural, du monde local. N'oublions pas l'échec du général de Gaulle à vouloir modifier la composition du Sénat. Allez, 0826 300 300, Frédéric est avec nous. Bonsoir Frédéric. Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre. Oui. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. C'était le mauvais numéro qui était rentré. Jean-Pierre, une réaction sur le Sénat. Est-ce que vous, ça vous intéresse ? Alors, le Sénat, moi j'ai fait des études de droit, donc le Sénat a toujours été un organe intéressant et un organe de pondération. Et par les temps qui courent, c'est-à-dire depuis l'élection d'Emmanuel Macron et surtout sa réélection, c'est un organe capital, c'est la seule vraie opposition. Simplement, c'est un scrutin qui est regardé de loin par les Français et par moi aussi, parce que c'est du suffrage universel indirect. Donc ce sont les grands électeurs, et
super membres des conseils municipaux qui vont désigner les sénateurs. Donc on ne peut pas être aussi impliqué que si c'était un suffrage universel direct. Et par conséquent, moi j'espère que ça peut faire basculer des choses. Le pays est majoritairement à droite, donc je pense que ça va rester à droite. Le sujet a été un peu évoqué, c'est quelle sera la proportion de sénateurs RN ou Reconquête. En tout cas de ce qui a pu représenter un bon pourcentage des électeurs au premier tour de la présidentielle. Sébastien Chenu parlait de 2 et 5 représentants. Reconquête a parfaitement raison. J'approuve totalement ce qu'il a dit. Reconquête, ils n'ont pas d'élus locaux, donc ça paraît compliqué, mais en réalité, personne, quand il va voter pour son maire, quand on va voter au municipal, on ne se dit pas, attention, c'est aussi un vote indirect pour les sénatoriales. C'est vrai. Sûr. Frédéric Dabi, est-ce que finalement Gérard Larcher n'a pas une image un peu particulière? Alors certains ne le considèrent pas forcément presque apolitique. C'est une personnalité de la politique, parfois un sage, parce que parfois il est sorti du bois quand il le fallait. Des sénateurs de tous bords vis-à-vis des élus locaux, c'est quelqu'un, qui a une image dépolitisée, une image très consensuelle, à l'image de ce que veut être le Sénat, où, comme je le disais, les débats sont très feutrés, et comme je le disais, ça peut offenser. Par contre, nationalement, et je prends comme base notre baromètre, il faut fiducial pour Match et Sud Radio, il fait partie des personnalités qui ont une bonne cote de popularité, mais elle reste clivée gauche-droite, c'est-à-dire des meilleurs scores chez les personnes âgées, chez les sympathisants de droite, mais c'est vrai qu'il n'y a dans quasiment aucune famille politique ce que j'appellerais un rejet épidermique de Gérard Larcher. Il n'est pas du tout dans cette logique de rejet radical ou au contraire de soutien enthousiaste. C'est quand même, il incarne, c'est aussi sa force, parce que dans notre baromètre sur l'image du Sénat, ce sont des questions posées très longtemps. Quand son prédécesseur Jean-Pierre Bel, le président socialiste, n'incarnait absolument pas le Sénat, l'image du Sénat s'est effondrée. Ça compte énormément que la présidence du Sénat soit incarnée, et c'est vrai qu'on a le sentiment chez les Français que Gérard Larcher incarne bien, personnifie même ce Sénat. Je voulais poser une question juste à Frédéric Dabi. Excusez-moi, cher Philippe, juste une petite question. Frédéric, les sénateurs ont l'image d'élus assez âgés, etc. Mais d'après ce que j'ai cru lire, en fait, les sénateurs ne sont pas si âgés que ça par rapport à... Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Oui, alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais la moyenne d'âge du Sénat a très fortement baissé ces dernières années. J'ai en tête un sénateur socialiste qui a même 28 ans. Enfin, il y a des sénateurs jeunes. Bien sûr, je pense que la moyenne... Il n'y a pas une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite vers le bas, je veux dire, il ne faut pas un âge... Absolument pas. Même les critères de 18 ans, ont dû même descendre. Et je crois que la moyenne d'âge au Sénat est un peu plus âgée que l'Assemblée, mais on n'est pas du tout sur le décalage. Et puis bon, les expressions, le train de sénateur, le Sénat qui ne travaille pas, c'est, si je puis dire, plus que faux. Par contre, il n'y a pas beaucoup de femmes, non? On pourrait avoir Louis Boyard, sénateur. Oui, ça c'est vous qui voyez. Par contre, il n'y a pas beaucoup de femmes, non? Et pareil, la féminisation du Sénat a progressé. On est maintenant de mémoire à 33%. Ah oui. Ce qui est pas mal. Frédéric, est-ce que vous parliez de Gérard Larcher? Est-ce qu'il n'a pas réussi à imprimer une marque dans l'opinion publique parce qu'il a réussi une synthèse assez exemplaire entre l'engagement auquel il a droit et la réserve que lui impose la présidence du Sénat? J'ai l'impression qu'il est à l'aise dans ce registre. Oui, et puis on a bien vu hier, lorsqu'il a accueilli le roi, avec son homologue Yael Braun-Pivet, on a senti qu'on n'était pas sur la guerre de tranchées et en fait, l'affrontement. Il y a eu des moments de tension entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils sont de plus en plus rares. Et c'est vrai que ce Gérard Larcher, qui est maintenant là, il avait été déjà président du Sénat avant l'intermède socialiste. Il est là maintenant, je crois, depuis 2014, si je ne me trompe pas, 2015. C'est maintenant quelqu'un qui identifie, qui personnifie, qui incarne le Sénat. Et en politique, l'incarnation, c'est absolument fondamental pour les Français, pour se projeter et pour créer de la confiance avec l'institution. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir été avec nous, directeur général de l'IFOP. Merci en tout cas. 0826 300 300, n'hésitez pas à participer. Bien entendu, on est ensemble jusqu'à 19h. Cette émission est faite pour vous et par vous aussi. Et dans un instant, le quiz de l'actu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus.
Et pour m'accompagner dans cette belle émission des Vraies Voix jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, toujours beau, toujours vaillant, toujours. C'est gentil de commencer par ma principale qualité. Ouais, non, et mais toujours paradoxal. Ouais. En fait, vous n'avez pas de qualité une plus que l'autre. C'est-à-dire que vous les avez toutes au même temps. Beau, ma chère Cécile, ça me fait plaisir. Je vous trouve beau, je suis désolée. Quand je trouve beau les gens, à l'extérieur, c'est qu'ils sont beaux à l'intérieur. Voilà, moi, je vous trouve belle à l'extérieur et à l'intérieur. Oui, si vous pouviez rentrer chez vous, ça nous arrangerait. Elisabeth Lévy, belle à l'intérieur et à l'extérieur aussi, directrice de la rédaction de 11h, et René Chiche, très beau, très intelligent. Qui n'est pas chiche. Magnifique, qui n'est pas chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre, La Fond Presse et présent. Au 0826 300 tout de suite le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ah bah si, c'est elle qui l'a dit, mais le jingle c'est le quiz de l'actu, donc voilà, il faudra qu'on le change un jour. Jean-Pierre de Marseille est avec nous pendant que... Fermez les fenêtres, Jean-Pierre, parce qu'il se passe tellement de choses à Marseille, soyez concentrés. Tout est fermé, mais j'ai compris sur votre plateau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais voilà, comme vous Jean-Pierre, vous êtes beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Sûr. Donc Jean-Pierre, je vous rappelle les règles, c'est vous qui répondez en premier, et ensuite tout le monde s'acharne sur la réponse. Donc c'est une question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit? Roussel n'est pas Doriot, le débat ce n'est pas le pugilat, le désaccord ce n'est pas l'insulte. Je l'ai su, mais je sais plus. Clémentine Autain. Pas du tout. Mélenchon. Pas du tout. Non. Non, c'est quelqu'un. C'est PS Fort. Olivier Faure, bravo Elisabeth. Elisabeth, un point pour Elisabeth. Attention, qui c'est qui l'a dit? La loi plein emploi a pour but d'avoir la main sur la radiation des bénéfices du RSA. Elle ouvre une forme d'arbitraire. Jean-Pierre. Mélenchon? Pas du tout. Panot? Non. Rousseau? Sandrine de son prénom. Oui, exactement. Sandrine Rousseau. René Chiche, un point, bravo. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Jean-Pierre? On a besoin d'aider le président tunisien, qui est un grand président et qui bloque l'immigration. Qui a dit ça ce matin? Je sais. Darmanin? Allez, Dupont-Aignan. Non. C'est Nicolas Dupont-Aignan ce matin. Bravo, René. Il a vraiment dit que le président tunisien qui dit que la tempête Daniel s'appelle Daniel parce qu'elle est sioniste est un grand président. Il aurait mieux fait de D'ailleurs, se taire, il a été repris sur cette phrase et il a dit à part ça, oui. À part c'est la campagne. Question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, cher Jean-Pierre. Bien que je sois allé à Strasbourg, je ne suis pas allé en France. Qui a dit ça? Le pape François. C'est vrai. Voilà, c'était à Strasbourg, voilà. Alors, Elisabeth, mon cher Philippe Bilger, vous jouez quand vous voulez. Ma chère Cécile, le vendredi, je laisse un peu la main. Mais quel escroc, Allez, alors, qui c'est qui l'a dit? Cette humiliation, si je gagnais, je ne voudrais pas de ma victoire. Allez, qui c'est qui l'a dit? En aucune manière dans notre pays, le débat politique doit être rabaissé à ce niveau-là. C'est extrêmement dangereux. Oh, j'ai sur bout la langue, j'ai laissé tomber. Ah là là, allez les amis, qui a pu dire ça? Pas Clémentine Autain? Quelqu'un qui a été un petit peu insulté sur les réseaux sociaux. Roussel? Ah exactement, c'est Fabien Roussel. Et un point pour Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit concernant les migrants à Lampedusa? Il n'y aura pas de répartition de manière générale puisque ce ne sont pas des réfugiés. Darmanin, exactement. Gérald Darmanin, bravo. Il est bon là, notre. Il est bon. Il est de Marseille. Il a mangé du. Qui c'est qui l'a dit? Parce qu'il a fumé, mais bon. Nous voulons renforcer l'autorité de l'État. Nous renforcerons les sanctions pour les employeurs qui ont recours sciemment aux travailleurs sans papier. Jean-Pierre. C'est Zemmour, ça? Pas du tout. Ça doit être Dussopt. C'était Dussopt, effectivement. Qui l'a dit en premier? C'est Philippe. Moi j'ai dit Borne. Philippe Bilger. En premier ni en deuxième. Et la dernière petite question au sujet de la manifestation de samedi. Écoutez bien, Fabien Roussel est un menteur. Le texte d'appel ne comprend ni le slogan « Tout le monde déteste la police » ni la défense du port de l'abaya. Clémentine. Non. Clémentine Autain. Pas du tout. Mais c'est le même camp. Rousseau. Non.
Panot. Non. Mélenchon. C'est un homme. Hein? Bompard. Manuel Bompard. Bravo. Et de Marseille, en plus de Marseille. Et c'est une victoire de René Chiche. Oui. Comme chaque vendredi. De très peu. Bah oui, parce que chaque vendredi, Philippe te laisse la victoire. Allez, Jean-Pierre. Notre auditeur a failli Jean-Pierre, au poteau. Mais il a eu très bonne note, Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous restez avec nous. Allez, dans une petite dizaine de minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe, avec vous, va parler de quoi, vous vous souvenez? Rappelez-moi, ma chère Cécile. Vous allez revenir sur un grand livre. Un grand livre écrit par un journaliste de Libération qui dézingue le journalisme politique. Elisabeth Lévy, vous allez revenir sur quoi? Eh bien, il y a une loi Guesso sur le climat, l'appellerais-je, qui pourrait, aller dans les tuyaux très lointainement, mais quand même, qui serait un très mauvais coup pour la liberté. Et René Chiche? Non, Madame Rousseau, Israël, ce n'est pas l'apartheid. Et on attend Félix Mathieu pour le clic. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Et c'est les vraies voix du vendredi avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, et Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse. Et vous allez bien? Vous êtes pourvu de chouquettes, ça y est maintenant? Ah, mais très bien. Demain, c'est l'automne déjà. J'adore l'automne. J'adore qu'il pleuve, moi. Ah bon? Je regrette que la pluie se soit arrêtée aujourd'hui. Moi, j'adore la pluie. Ah bon? Et je vous ai déjà dit que je voulais fonder une association pour qu'on arrête de discriminer la pluie et qu'on l'appelle aussi beau temps. La pluie est belle. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez bien raison. Allez, tout de suite, le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et des jeunes espagnols ont découvert des photomontages d'ailes générés par une intelligence artificielle, Félix. Photomontages les présentant dénudés. Oui, une vingtaine de plaintes déposées, mais le nombre de victimes ne cesse d'augmenter au cours des heures en Espagne. La tête de ces jeunes filles prises sur leur profil, sur les réseaux sociaux comme Instagram, a été ensuite accolée de façon très réaliste à des images de corps dénudés, une ignominie selon la mère d'une des victimes qui raconte sur Instagram. En arrivant à la maison, l'une de mes filles m'a dit d'un ton dégoûté, regarde ce qu'ils ont fait. Selon la police espagnole, ces photos auraient pu être mises en ligne sur des sites pornographiques, sur des forums également. D'autres parents évoquent même des photos envoyées directement aux victimes pour tenter de leur extorquer de l'argent. C'est le cas d'une jeune fille de 12 ans qui a fait l'objet comme ça d'une tentative de chantage. Le tout donc a été fait avec une application qui propose à ses utilisateurs, je cite le slogan, de déshabiller n'importe qui virtuellement pour une dizaine d'euros. Les autorités judiciaires étudient désormais l'hypothèse de poursuivre des enquêtes pour pédopornographie vu l'âge des victimes. Mais bon, ce qui est complexe aussi, c'est que ce sont parfois des collégiens de l'âge des victimes qui se sont adonnés à cette activité malsaine, des collégiens. En tout cas, certaines parmi ces jeunes filles se sont fait moquer d'elles dans leur établissement scolaire à cause de ces images qui tournaient sur les boucles WhatsApp. Merci beaucoup Félix Mathieu, mais c'est terrible cette histoire. Il me semble que même avant l'intelligence artificielle, on pouvait parfaitement trafiquer des photos et mettre le corps de la tête de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre. Oui, mais là vous pouvez, on peut le faire industriellement. Là vous pouvez prendre une photo de quelqu'un habillé et la déshabiller en fait. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va vous fabriquer un corps. À partir du vêtement, à partir du corps habillé. À partir du corps habillé, c'est pas mettre la tête sur la tête sur le corps de quelqu'un d'autre. Vous ne pourriez pas mettre la tête de Georges Clooney, par exemple. Si, on pourrait. On peut essayer. Il allait demander si on pouvait pas mettre la vôtre, mais bon. En tout cas, ça fait partir des dérives forcément de l'intelligence. Ça fait peur. Il y a des choses qui font peur. Oui, absolument. Et allez, vous savez quoi? Allez, on va prendre un petit peu de hauteur. On va descendre dans le Tarn. Direction Laconne-les-Bains avec Philippe David qui est avec nous. Je vais y arriver un jour. Non mais bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Salut Philippe. Est-ce qu'on vous manque? Vous me manquez, mais je suis dans un endroit tellement fabuleux que finalement, le top, ce serait vraiment que vous soyez avec moi. Ouais, en fait, ça veut dire non, vous ne me manquez pas. Est-ce que vous voulez que je vous décrive le lieu? Alors d'abord, on aimerait bien que vous nous situiez exactement Laconne-les-Bains. Alors on n'est pas loin, on est au sud d'Albi. On est à l'extrémité est du Tarn, à 5 km de l'Hérault et à 5 km de l'Aveyron. C'est un endroit absolument magnifique dans les montagnes du Tarn. Alors là, vous voyez, on est au relais de Fusiès. C'est un ancien relais de diligence qui a ouvert, vous savez en quelle année? Non.
1690. D'accord. Et depuis, vous y étiez toujours... Non, bah, par contre, alors, vous savez que j'ai eu une surprise. Vous arrivez, il y a un tableau avec Louis XIV, parce qu'il était roi en 1690. Je pensais que vous alliez me dire, il y a un tableau avec Philippe Bilger. Justement, le tableau représente Louis XIV et Philippe Bilger lorsqu'il était surintendant à la justice à l'époque, avant qu'il se reconvertisse dans la radio. Heureusement que vous n'avez pas mis votre village au masculin. Alors, je rappelle que Philippe David est à table depuis midi, hein, il est 18h14. Oui, Patrick Roger a d'ailleurs prévenu ce matin que je risquais de tout manger. Vous voyez la réputation que j'ai. Vous voulez qu'on vous envoie une grue pour repartir? Alors ici, c'est la capitale de la charcuterie de la Cône. J'ai visité le musée du jambon et des salaisons. C'est extraordinaire. Il y a un savoir-faire, il y a un terroir. Le jambon est salé avec du sel qui vient de la côte méditerranéenne, en particulier de Gruissan. On a mangé des choses avec Antoine Mazère et Maxence, notre réalisateur, mais extraordinaire. Vous savez que c'est ici qu'est née la brebis de race Lacône qui permet de faire le roquefort. Dur métier que grand reporter. Vous savez à quel moment Philippe David est le plus heureux? C'est quand il parle de nourriture. Hein. À quel moment est-ce qu'il va travailler là? Excusez-moi. Il est parti là-bas pour manger ou quoi? Mais c'est le Stéphane Bern de la nourriture, Philippe David. Alors, mais est-ce qu'il est prévu que vous travaillez, cher Philippe? Oui, mais alors là on travaille, mais je vais vous dire mieux. Ce soir on va faire 2 heures d'émission. De 19h à 21h, on va parler de rugby, de la Coupe du Monde et de la Cône. On va mettre en avant ces artisans qui font les salaisons et je vous promets qu'on va vous en rapporter et qu'on va se régaler. C'est un peu plus salé que les chouquettes, mais on a mangé, je vous le dis, des choses absolument fabuleuses. Et pendant 2 heures, on va parler, alors on est un peu triste, hein, la blessure d'Antoine Dupont, c'est sûr que c'est pas la meilleure nouvelle qui pouvait arriver au 15 de France, mais on va passer 2 heures d'émission dans le rugby, dans le terroir, dans la convivialité. Je vous promets, il faut rester jusqu'à la fin des Vrais Voix à 19h et jouer les prolongations jusqu'à 21h. Absolument. Vous voulez dire qu'il ne va pas manger pendant 2 heures? Au cœur de la c'est parce qu'on va déguster en direct. Il l'a bien vanté, en tout cas. En fait, avant la fin du déjeuner à 18h, à 18h15, il y a l'apéritif et à 20h, il y a le dîner. Voilà, merci beaucoup Philippe David. Bravo, je vous embrasse. Allez, restez avec nous, on revient dans quelques instants. On fera le tour de l'actu des Vraies Voix. On parle de quoi avec vous, Philippe Bilger? D'un livre dénonçant le journalisme politique. Elisabeth Lévy. On parle d'une loi que j'ai appelée la loi Guesso sur le climat. Alors pour l'instant c'est une idée de projet, mais enfin c'est quand même assez sérieux. Des députés s'en sont emparés, ont confié ça à un cabinet, donc ça c'est très dangereux. Et puis avec vous René Chiche? Je vais m'énerver contre Madame Rousseau. Israël n'est pas un pays d'apartheid. Et ben on revient dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez participer au débat? Vous êtes bien entendu chez vous et les bienvenus. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est vendredi, on est ravis de vous retrouver encore comme tous les jours avec Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Il est long ce nom. Et livreur de chouquettes. Et livreur de chouquettes, exactement. Ah oui, il a été très généreux. Petit métier à côté. Lequel métier vous sied le mieux? Je préfère livrer des chouquettes. Ah oui, bah je... Alors je vais vous donner mon adresse. Il n'a jamais les chocottes dans le débat intellectuel. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Oui. Pas mal, Philippe David n'est pas là, Philippe Bilger pour la relève. J'essaie, c'est médiocre. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des Vraies Voix. À table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Le jingle dit c'est intelligent, j'espère que ça va l'être. En tout cas, Philippe Bilger, le grand livre sarcastique sur les journalistes politiques. Oui, absolument, Cécile, par un journaliste de Libération, Rachid Lerech. Et le titre, c'est « Il n'y a que moi que ça choque ». C'est une question, et j'aime bien, et c'est une vision, comme vous le dites très bien, sarcastique, acerbe, ironique, parfois vengeresse du journalisme politique. Il montre à quel point c'est un métier grégariste, comment ces journalistes politiques se croient au-dessus du lot, et comment en réalité il y a un travail d'équipe qui n'est pas perçu par les lecteurs des journaux. Ils se répartissent les propos,
rivaux, ils font les choses ensemble et en définitive on sort de ce livre avec l'impression que, mon Dieu, le journalisme politique n'est pas aussi brillant, noble que certains cherchent à le faire croire. Ouais. Elisabeth Lévy. Moi je trouve ça salutaire. D'abord je trouve toujours salutaire quand des journalistes se rendent compte de l'état assez lamentable dans lequel est leur profession, et je suis toujours irrité par le journalisme politique un peu classique, si vous voulez, qui dans le meilleur des cas c'est le commentaire de la course des petits chevaux, si vous voulez, mais pour ce qui est d'analyse en profondeur, ma cache, si je peux me permettre. René Chiche. C'est-à-dire que le journalisme politique, en plus celui d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est pas pour faire un peu vieux, mais je trouve que la nouvelle génération de journalistes politiques n'est pas tellement au niveau. C'est réussi, pour faire un peu vieux, c'est réussi. Non, mais je préfère le dire, ça peut paraître... mais c'est vrai que les jeunes journalistes politiques... C'est un petit peu le Graal, le journaliste politique. C'est-à-dire que quand on est journaliste et que finalement on commence à faire de la politique, on allait un peu rentrer dans une espèce de sphère du Graal. Et puis ils ont quand même souvent l'impression de faire partie des puissants, les journalistes politiques. Ils pensent que c'est eux les politiques. Non, mais ils sont aux côtés des puissants quand même. Des puissants, si vous trouvez que les ministres sont puissants. Ah bah oui, après c'est la fonction. Il bien ces fils, les connivences, les clientélismes, les dépendances, le grégarisme. C'est vraiment un très bon livre. Bon, maintenant il y a toujours eu des connivences entre les journalistes politiques. Moi je parlais du mouvement intellectuel. Il n'y avait pas ce conformisme dans la profession il y a 30 ans, c'est sûr. Elisabeth Lévy, la loi Guesso du climat. Alors c'est moi qui l'appelle loi Guesso parce que la loi Guesso, comme vous le savez certainement, c'est la loi qui interdit la négation de crimes contre l'humanité. En clair, elle a été faite contre Forisson, et je veux dire, on peut tout à fait se passer de Forisson dans le débat public, mais moi je n'aime pas la loi Guesso parce que ça n'est pas la loi de protéger la vérité. Voilà, ça n'est pas la loi de protéger une vérité. Et d'ailleurs, une vérité qui a besoin d'une loi pour la protéger est déjà bien vacillante. Et là, on veut nous refaire le coup. Alors c'est un petit groupe de députés, tous sauf RN, parce qu'ils ne mangent pas de ce pain-là, ce qui dit en plus leur mentalité par ailleurs, ont décidé, ils ont demandé à un cabinet de consultants spécialisés dans ce domaine, donc ils ont une proposition de loi qui pénaliserait, qui criminaliserait, qui interdirait en quelque sorte de remettre en cause le changement climatique. Sauf que le changement climatique, d'abord, je veux dire, je suis désolé, ça relève du débat. Contrairement d'ailleurs, il y a aussi une charte à Radio France qui elle existe. À Radio France, dans leur charte, ils ont écrit le changement climatique n'appartient pas au champ du débat. Eh bien, climatique, mais qui remettent en cause certaines affirmations du GIEC. Et il y a des problèmes de fonctionnement et aussi de connivence et aussi d'intérêt dans le GIEC, parce qu'ils ont intérêt, si vous voulez, à défendre exactement cette idée, parce qu'il va y avoir des crédits, etc. Donc on a parfaitement le droit de les pointer. Eh bien, selon ces braves gens, on est trop stupide, si vous voulez, pour se faire une opinion. On est trop stupide pour avoir un débat argumenté entre citoyens. Donc il faut nous dire de quoi on a le droit de parler, de ce qu'on a le droit de dire. Alors, si on met le doigt dans cet engrenage délirant, et si on accepte cette loi, je vous assure que c'est un très mauvais coup pour la liberté d'expression. Et d'ailleurs, moi, je voudrais aussi qu'on abroge les lois, toutes les lois mémorielles, qu'on en finisse avec cette intrusion de la loi dans des domaines où elle n'a rien à faire, qui sont celles du débat intellectuel. On peut répondre à Forisson, on peut répondre aux climato-sceptiques ou aux ceux qui nient l'existence de ça. On n'a pas besoin de les enfermer ou de les criminaliser. Voilà, je veux dire, c'est... Philippe Bilger. Non, je rejoins totalement ce qu'a dit Elisabeth, d'autant plus que dans le débat à l'heure actuelle, Cécile, on n'a déjà pas le droit d'être climato-sceptique lorsqu'on voit les débats intellectuels médiatiques. Celui qui ose l'être, il est pourfendu immédiatement. Donc, prévoir une loi qui viendrait interdire une vérité ou pas, qui déjà n'existe pas beaucoup dans l'espace intellectuel, c'est un scandale. Et pour la loi Guesso, vous avez totalement raison. Je trouve que c'est assurer l'impunité au mensonge que de l'interdire. Et on a le droit de poser des questions finalement sur le climat, selon vous, sur le climat, bien sûr qu'on a le droit de débattre avec les climato-sceptiques, les climato-rassuristes. Il y a plein de choses. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, Elisabeth. Par contre, concernant ce que vous avez dit tout à l'heure sur Forisson, là, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est normal
que la loi Guesso interdise le négationnisme, parce que ce sont des choses quand même qu'on ne peut pas nier. J'ai un mot de réponse. Alors que tout ce qui est climato-scepticisme, là on peut en débattre. Un mot de réponse. La loi Guesso n'a absolument pas fait disparaître le négationnisme et l'antisémitisme planqué derrière le négationnisme. Pardon, je finis. Oui, elle ne l'a pas fait disparaître. 2, elle a ouvert la concurrence des victimes, c'est-à-dire que tout le monde a voulu sa loi Guesso. On a donc une loi Taubira qui parle de l'esclavage et qui en plus ment. Elle interdit de parler de l'esclavage africain et de l'esclavage fait par les Arabes. On a le droit de parler que de l'esclavage occidental. Donc si vous voulez, si c'est pas dingue... Vous avez quand même dit qu'on pouvait débattre de ce que disait Forisson. Non, j'ai pas du tout dit ça. Vous êtes sûr? Non, non, je sais ce que j'ai dit. J'ai dit Forisson. J'ai un doute. Non, vous n'avez pas bien entendu, vous n'avez pas bien compris. Je suis désolé. C'est pas la première fois que vous faites ça. On demande non, mais ça c'est important. Je n'ai pas dit qu'il fallait débattre avec. Non, mais c'est très important. Pardon. Mais oui, bien sûr, j'ai pas dit qu'il faut débattre avec Forisson. J'ai dit que, je veux dire, Forisson ne manque pas au débat public. Je ne veux pas. J'ai dit qu'il ne manquait absolument pas dans le débat public. Je ne veux pas néanmoins que ce soit la loi qui l'interdise. Par contre, je ne suis pas chargé de vous tendre un petit piège à chaque fois. Non, mais 0826 300 300. C'est le débat. C'est comme ça. C'est les vraies voix. C'est comme ça. Peut-être que j'ai mal entendu. J'ai pris une. Oui, vous avez mal entendu. J'ai pris une chouquette. Ce sont mes chouquettes. Avant de vous les mettre dans les oreilles. Dans un instant, la suite. Non, Madame Rousseau, Israël n'est pas un régime d'apartheid. C'est l'actu de notre ami René Chiche qui se fait engueuler et peut-être à juste titre. Peut-être à juste titre. Là, tout de suite. Avec moi pour cette émission, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, René Chiche, et on était sur le tour de l'actu il y a quelques instants. Et René Chiche, vous vouliez revenir sur forcément Sandrine Rousseau. Oui. Sur un sujet important, voilà. Et vous voulez lui dire non, Sandrine Rousseau, Israël n'est pas un régime d'apartheid. Parce que j'ai écouté ce matin Sandrine Rousseau dans l'interview de Jean-Jacques Bourdin, où elle était interpellée sur ce sujet. D'ailleurs, il a bien insisté. Elle a finalement dit plus ou moins qu'elle trouvait qu'Israël était un État d'apartheid. Or, apartheid, il faut quand même pas oublier de savoir que ça veut dire en langue africaine État de séparation. C'est un régime normalement qui exerce la ségrégation, la domination, l'oppression d'une race sur une autre race. Or, Madame Rousseau, visiblement, ne connaît pas du tout Israël, parce qu'à mon avis, elle n'a jamais mis les pieds en Israël. Israël, d'abord, c'est la seule démocratie dans la région. La seule et unique démocratie dans la région. Lorsque vous allez en Israël, et je dis ça en toute objectivité, parce qu'il y a d'autres gens qui partagent cette même opinion, les Arabes israéliens, tout comme les Juifs, ont les mêmes droits. Ils peuvent voter, ils peuvent travailler, ils peuvent créer des commerces, ils peuvent être dans l'armée. Je vous signale que les musulmans israéliens peuvent être dans l'armée. Ils peuvent jouer dans les équipes sportives nationales, etc. Partout où vous allez, c'est une démocratie. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on utilise ce terme d'apartheid quand même très fort pour un État qui ne le mérite pas. Parce qu'Israël n'est pas du tout un État d'apartheid. Dernière chose, il y a un an, il y a une association de jeunes musulmans, je vais être assez bref, je ne vais pas être trop long parce que ça pourrait durer des heures. Il y a une association de jeunes musulmans... Surtout pas. Voilà, de jeunes musulmans qui a été en Israël, des jeunes qui venaient du 93, du 94, vraiment des banlieues un peu populaires, et qui sont revenus avec une idée totalement différente de ce qu'on leur avait inculqué. Parce que vous avez, par exemple, dans les supermarchés en Israël, des vendeuses qui portent le tchador. Vous avez qui portent le voile, etc. Vous avez une vraie démocratie. Donc je ne comprends pas que Mme Rousseau dit ça. D'ailleurs, ça c'est aussi parce qu'il y a un mot d'ordre dans la manifestation contre la police, où il y a aussi ce mot d'ordre associant Israël à l'État de l'apartheid, véhiculé d'ailleurs par Roussel, le patron du Parti communiste. Donc moi, j'en ai assez qu'on mette à bas cette seule et unique démocratie de la région. Allez, Elisabeth Lévy. Oui, alors cette histoire de quand Sandrine Rousseau, Roussel, etc. le disent, c'est pour draguer nos banlieues. C'est donc dans un but, si vous voulez, de dire regardez, on peut rien dire sur les Juifs, mais sur les Israéliens, on peut y aller. Donc, mais là où je suis évidemment d'accord, État d'apartheid ne va pas. Pardonnez-moi, mais pour les Arabes israéliens, à l'exception des Druzes, il y a des restrictions dans l'armée. Simplement, là où il y a une véritable difficulté à comprendre ce qu'est Israël dans son essence, c'est que la définition constitutionnelle, bien qu'il n'y ait pas de constitution, la définition législative d'Israël, c'est un État juif et démocratique. Je peux comprendre que la plupart des gens qui pensent que juif, c'est une religion. Je répète, juif, c'est un peuple. En fait, c'est une origine, si vous voulez. Et c'est en même temps une religion, donc c'est pour ça que ça
complique l'analyse. Je peux comprendre qu'un certain nombre de gens, quand on dit juif et démocratique, ils disent c'est une théocratie. C'est pas du tout une théocratie. Par ailleurs, il faut bien reconnaître qu'en ce moment, il y a des attaques du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de la droite israélienne contre l'état de droit, pour aller vite, je ne vais pas entrer dans les détails, qui reviennent à instaurer quand même, si vous voulez, un statut un peu différent. Donc il faut faire attention. Il y a toujours un risque, pas d'apartheid, mais quand même, si vous voulez, et c'est une démocratie par rapport aux autres, mais c'est... Voilà, pardon. Non, c'est trop tard. Mais René, j'aurais voulu expliciter la pensée de Sandrine Rousseau. Qu'est-ce qu'elle veut dire par l'apartheid ? Eh ben, elle veut dire qu'en Israël, l'État israélien exerce une ségrégation raciale sur les non-juifs. Voilà ce qu'elle veut dire. Ce qui est scandaleux lorsqu'on est une élue. Alors ça, elle nous écoute, Madame Rousseau, allez en Israël, allez faire un tour en Israël, allez voir ce que c'est qu'Israël. Ce n'est absolument pas le cas. Non, c'est très grave pour une élue de la République de parler comme ça. D'ailleurs, je voulais dire une dernière chose, c'est qu'il y a les Arabes israéliens à la Knesset, et autre preuve de la démocratie israélienne et de la liberté israélienne, c'est que le président de la Knesset, donc le président de l'Assemblée nationale, comme en France, c'est un gay qui a 2 enfants, qui vit avec un homme. Vous voyez, donc elle connaît pas tout ça, Madame Rousseau, visiblement. Elle mélange tout. Eh ben, on lui transmettra. 0826 300 300, vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix dans une démarche hautement symbolique. Le Pape François a choisi donc Marseille comme haut lieu de visite pour évoquer les migrants. Pour en parler, notre invité est avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, maître de conférences à Paris 2, Panthéon-Assas. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question avant de partir en pub. Est-ce que finalement le pape François, qui évoquait le cimetière des migrants comme l'avait fait Jean-Luc Mélenchon de 2017, j'ai envie de vous demander, est-ce que le pape est de gauche ? Il est de gauche argentine. Et on en parlera. On en parlera dans quelques instants. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec nous. Philippe Bilger, s'il vous plaît, mes amis. Philippe Bilger est avec nous. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc ça y est, il est arrivé face à la bonne mère. Finalement, le pape François en visite à Marseille pour plaider en faveur des migrants. Visite symbolique. La Méditerranée est un cimetière, a déclaré le pape François, qui célébrait une messe géante là ce soir au stade de Vélodrome. Une visite à Marseille et non pas une visite d'État en France, a insisté le pape. En tout cas, Benjamin Morel est avec nous, docteur en sciences politiques, maître de conférences à Paris 2, Panthéon-Assas est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Quand on revient, cher Philippe, sur cette phrase, une visite à Marseille et non pas une visite d'État en France. Ça m'a frappé comme vous, Cécile. Je trouve que c'est une incongruité et qui, au fond, fait apparaître d'emblée une sorte de préjugé de la part du pape. Ceci étant dit, je n'ai pas une sympathie excessive pour les propos politiques du pape. En tant qu'imprégné par une culture catholique, chrétienne, j'essaye d'avoir une déférence permanente à l'égard de ce qu'il représente. Mais je pense qu'on n'a jamais vu un pape, même si tous les papes ont eu des discours politiques au sens large, je crois qu'on n'a jamais vu un pape pousser aussi loin une philosophie de l'Église dont on peut comprendre qu'elle doit compatir à ceux qui apparaissent comme les plus sinistrés dans la vie. Et je peux détester cette manière dont le pape refuse les logiques des États, mais en même temps, je comprends qu'au nom d'une philosophie chrétienne, il laisse discours. Elisabeth Lévy. Moi, je suis beaucoup plus sévère. Je partage le début. Je pense que Emmanuel Macron aurait dû refuser d'aller à cette messe, non pas pour une interprétation absurde de la laïcité, mais parce que, en disant je ne vais pas en France, je vais à Marseille, et apparemment il l'avait déjà dit à Strasbourg. Oui, donc, il a quand même un problème avec la France. Après l'incendie de Notre-Dame, il n'a pas été, excusez-moi, il n'a pas réussi à trouver des mots pour parler aux catholiques français. J'ai été très choquée. Son propos-là, si vous voulez, entre le fait de dire nous sommes tous des frères humains, c'est très bien, et le fait de venir au moment d'une crise migratoire majeure, de dire vous devez faire ça, moi j'appelle ça de l'ingérence. Et je termine en disant que j'aimerais
qu'il ait aussi cette compassion pour les gens qui vont demain, si vous voulez, vivre des difficultés ou qui aujourd'hui vivent des difficultés parce qu'il y a des migrants absolument pas intégrés, pas pris en charge, qu'on ne peut pas encadrer et venus de cultures, si vous voulez, où ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes court-vêtues ou tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont été, d'ailleurs, il y a des gens qui ont été tués. La dame de Cherbourg, elle n'a pas le droit aussi à la compassion du pape. Donc je trouve cette compassion mélenchonienne, je trouve que ce sont des effets de manche, avec tout le respect que j'ai par ailleurs pour les catholiques et le catholicisme. Avant de donner la parole à René Chiche, on posait cette question, la présence du pape est-elle politique selon vous? À nos auditeurs, ils disent oui à 92%. René Chiche. Oui, alors en plus le problème c'est qu'il arrive dans un contexte, comme l'a dit Elisabeth, dans un contexte de crise migratoire important. Bon, François, c'est celui qui a quand même dit que migrer est un choix libre. Donc arriver aujourd'hui, alors que tous les gouvernements européens essaient de trouver des solutions avec l'histoire de Lampedusa, etc. D'ailleurs, il y a même la droite française avec Marion Maréchal, etc., qui a dit que de toute façon, elle condamnait un peu l'engagement politique de François. Moi, je crois que c'est un voyage très politique, hein, ça c'est évident. Il vient pour exprimer son opinion. Vous savez que même son bras droit, qui est un prêtre canadien, dit que le sort des migrants aujourd'hui correspond un petit peu à une crucifixion moderne, vous voyez, pour venir, vous voyez, jusqu'où on va. Donc il vient, et en plus, dernière chose, c'est que François souvent donne la leçon aux Européens, mais j'aimerais bien qu'il aille aussi parfois en Afrique ou dans les pays du Maghreb et dire à ses gouvernements, à ses États, essayez de retenir vos gens en leur donnant une bonne éducation, des métiers, un développement. Vous voyez, il donne beaucoup de leçons aux Européens, mais il ne le fait pas vis-à-vis des pays africains. D'où viennent ces migrants? Donc il fait un voyage très politique pour moi, c'est sûr. Benjamin Morel, est-ce que c'est une réponse finalement à Gérald Darmanin qui a dit qu'il n'y aurait pas de répartition de manière générale puisque ce ne sont pas selon lui des réfugiés? Donc il y a une espèce de trouble en disant que d'une part on n'accueillerait pas de réfugiés. Est-ce que finalement c'est une réponse à l'État français? Alors il y a sans doute ça, mais la France n'est pas le seul pays qui campe aujourd'hui en Europe sur une mesure concernant l'immigration, et c'est pas non plus le seul pays catholique. Donc je ne crois pas qu'il faille non plus envisager ça de manière trop franco-française et trop personnelle. Vous avez un message du pape qui est un message, je dirais, structurel de ce pape François sur la question de l'immigration. Souvenez-vous, il avait recueilli des réfugiés au Vatican, alors il y avait un coup de com', etc. Mais c'est quelque chose qui est assez substantiel. Et tout à l'heure, quand vous m'interrogiez s'il était de gauche et que je vous ai répondu gauche argentine, au-delà de la galéjade, je crois que c'est un point essentiel. C'est-à-dire que la structure du catholicisme européen est quelque chose, sur ce sujet notamment, qu'il saisit assez mal. L'Argentine est un pays d'immigration. L'Argentine est un pays qui s'est construit par l'immigration. C'était quasiment un no man's land avant. Et donc, ce faisant, ce n'est pas quelque chose qui, dans la culture du pape, qui dans la manière dont il conçoit la parole de l'Évangile et une forme de solidarité, devrait heurter les catholiques et les opinions publiques. Évidemment, le catholicisme européen est différent. Il s'est construit en lien profond avec des nations déjà bien établi, il a même participé à les construire, et donc ce faisant, là il y a un vrai choc culturel depuis le début de ce pontificat, qu'on ressent dans certaines opinions. Regardez par exemple ce qui peut se passer évidemment en Italie, où vous avez une droite et une extrême droite aujourd'hui beaucoup plus dures sur les sujets migratoires, alors que Giorgia Meloni se fait fort malgré tout de mettre en avant la culture catholique. C'est également le cas en Autriche, où vous avez eu de vraies ruptures au sein du catholicisme autrichien. Donc c'est une crise culturelle aujourd'hui entre le pape et les catholiques européens qui dépasse très largement le cas français. Et Elisabeth Lévy. Oui, non, je vais vous faire part d'une observation d'Olivier d'Artigol, qui n'est pas là, donc je la transmets, qui a remarqué en s'amusant, parce qu'on était à front renversé, lui défendant le pape, qu'à Marseille, toute la droite catho se terre et tu es pas très contente, alors que toute la gauche agite des petits drapeaux. Il y a quand même, voilà. Ce qui me frappe, Cécile, c'est tout de même de la part de ce pape, c'est que la fameuse distinction entre Dieu et César, il semble la négliger ou faire semblant de son inexistence, comme si, d'une manière absolue, tout devait être donné à Dieu, même dans des domaines profondément prosaïques. Je veux dire, il aurait pu dire à un moment donné, c'est ce que vous avez laissé entendre, au fond, je peux comprendre aussi la logique d'un État qui a préservé son identité, mais il semble
complètement faire l'impasse sur ce qu'il doit à César, comme si, et c'est très beau d'une certaine manière, il n'y a que Dieu qui doit gouverner la pensée du pape, même quand il vient à Marseille. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron va à Canossa? Benjamin Morel, je reviens sur cette phrase qui choque visiblement enfin tout le monde, de dire je ne viens pas en France, je viens à Marseille, je ne viens pas en France, je viens à Strasbourg. Pourquoi cette phrase en fait? Qu'est-ce qu'il entend par ça? On a une vision qui est une vision, on l'évoquait tout à l'heure, et Philippe l'évoquait également, on a une vision très, je dirais pas, même pas internationaliste, mais très universaliste de ce pape. D'une certaine façon, l'échelon national, le temporel, semble ne pas réellement l'intéresser. C'est pas un pape géopolitique en la matière. D'où le fait que la frontière, le migrant, tout ça n'est pas vraiment quelque chose de pertinent. Il y a une forme d'universalité du genre humain dont il faudrait s'assurer du salut. Et donc, ce faisant, on va à la rencontre des chrétiens, on ne va pas à la rencontre d'un pays. Et donc, c'est cette logique qui, je crois encore une fois, est une logique très propre à ce pape, en lien avec le premier pape sud-américain, premier pape non européen, premier pape jésuite également. Donc là, on a une formation, je dirais, politico-théologique du pape qui est très différente, par exemple, de celle qui pouvait être celle de Benoît XVI. Mais par exemple, est-ce que, Benjamin, on voit bien qu'il y a une sorte de fracture entre ce pape et un certain nombre des milieux catholiques européens, en tous les cas français, puisque Bien sûr, mais européens de point de vue général, c'est ce que je disais, il y a de vraies fractures. Aujourd'hui, regardez le catholicisme autrichien, notamment, il est très intéressant à analyser. Vous avez des catholiques autrichiens qui se convertissent au protestantisme, à droite, justement, parce que par rejet de la parole du pape François. Donc il y a de vraies ruptures. Mais il ne faut jamais oublier que l'Église catholique, c'est pas que l'Europe. Et aujourd'hui, c'est même très marginalement l'Europe. L'avenir de l'Église catholique, si je me place du point de vue du pape et du Vatican, cet avenir, il est beaucoup plus en Amérique du Sud et en Afrique. Et donc, ce faisant, ce message que les catholiques européens, peut-être, perçoivent mal, entendent mal, en tout cas très majoritairement, eh bien, dans le reste du monde, dans le reste de l'Église catholique, il est probablement bien mieux perçu. Et l'Église a une vocation mondiale. Vous restez avec nous, Benjamin Morel, 0826 300 300. Jean-Pierre voulait réagir. Jean-Pierre, vous qui êtes à Marseille, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous procure en tout cas? Malgré tout le respect que je dois à Benjamin Morel, je trouve qu'il se trompe, mais considérablement. Quelle erreur d'analyse totale, mais totale. Quand il dit à l'instant que le pape vient voir les chrétiens et pas les États, alors pourquoi fait-il un dialogue politique? Pourquoi inscrit-il dans une messe un message politique? Karol Wojtyła, Jean-Paul II, a fait de la politique sans cesse. On dit qu'il a contribué largement à faire tomber le mur de Berlin. Il n'en a jamais fait état, si j'ose dire. Il n'a jamais communiqué dans la presse. Il n'a jamais osé dire « je vais dans de telle ville, mais pas dans tel État ». C'est n'importe quoi, votre raisonnement. Excusez-moi de vous le dire. Oui, enfin, attends. N'exagérons pas non plus. Je suis outré de ce que je viens d'entendre, et je suis outré que le pape dise « je viens à Marseille et pas au France ». Allez, réponse de Benjamin Morel, puisqu'on a 50 secondes et je peux pas le laisser sans réponse. Benjamin Morel. Pas outrer quelqu'un avec de tels propos, mais pour qu'importe. Non, si vous voulez, en effet, il fait de la politique, mais en revanche, il ne s'adresse pas aux États. L'État, pour lui, est un problème. Et donc, il s'agit justement de demander à l'État de baisser les armes. Et là, on est en effet dans quelque chose qui sort d'une approche géopolitique qui pouvait être celle du Vatican, où on traitait d'État à État, et on entrait dans un jeu. L'État, le Vatican, c'est un État. Et c'est une église. Et donc, laquelle vous faites passer le premier c'est aussi la question. C'est d'abord l'église. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste rappeler que le pape finalement rejoint Coluche qui disait que Marseille c'est la première ville africaine du Paris-Dakar. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Benjamin Morel en tout cas d'avoir été avec nous, docteur en sciences politiques, maître de conférences à Paris 2, Panthéon, Assas. Merci beaucoup Jean-Pierre de Marseille. Merci Philippe Bilger. Oui, c'est fini. Merci beaucoup René Chiche. Merci beaucoup Elisabeth Lévy. Bah oui, parce que derrière il y a un petit peu de rugby, du rugby. Ah oui, du rugby. Vous voulez dire viande et rugby? Voilà, viande et rugby, absolument. Et on va retrouver bien sûr Philippe David dans quelques instants. En attendant, les incontournables de la gestion de la copropriété, c'est avec Thomas Binet et on fera un direct bien sûr de Lacanau-les-Bains avec Philippe David. Allez, on vous souhaite la Cône. Décidément, j'y arriverai pas. Lacanau-les-Bains. Allez, passez un bon week-end. On se retrouve lundi à 17h.